3 heures après avoir signé les papiers du divorce, j'ai pris un vol pour un autre État avec mes 2 enfants. Pendant ce temps, mon ex-femme et toute la famille de son patron se sont réunis dans une clinique en attendant les résultats d'un test ADN. Mais la réponse du médecin a brisé leur bonheur avant même qu'il ne commence. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Et je vais vous raconter exactement comment nous en sommes arrivés là. Parce que cette histoire ne commence pas dans cette clinique. Elle commence bien plus tôt. Elle commence par un mensonge qui a duré 4 ans. Un homme qui a décidé de garder le silence pendant qu'il planifiait tout, et 2 enfants qui méritaient un père qui n'allait pas baisser les bras. Je m'appelle Horacio, j'ai 46 ans, et voici ce qui s'est réellement passé. Personne ne m'a vu pleurer. C'est la première chose que j'ai décidé quand j'ai découvert la vérité il y a presque 8 mois, que personne, absolument personne, ne me verrait m'effondrer. Parce que lorsqu'un homme découvre que sa femme le trompe depuis des années, il a 2 chemins possibles. Le premier est d'exploser, de crier, de tout casser, de perdre le contrôle et de lui offrir exactement le spectacle dont elle a besoin pour justifier tout ce qu'elle a fait. Le deuxième chemin est plus difficile. Il exige de ravaler sa douleur chaque matin, de se lever, d'aller travailler, de s'asseoir pour dîner avec sa famille comme si de rien n'était, et pendant ce temps, en silence, de construire la sortie parfaite. J'ai choisi le deuxième chemin et je ne le regrette pas. Tout a commencé un mardi soir, il y a 8 mois. J'étais rentré à la maison plus tôt que d'habitude parce que mon patron avait annulé une réunion de dernière minute. Il était environ 19 h quand je suis entré par la porte de derrière, celle qui donne sur la cuisine, et j'ai entendu des voix. Au début, j'ai cru que Gracila parlait à sa mère au téléphone, comme elle le faisait toujours. Mais il y avait quelque chose dans son ton, quelque chose de différent, quelque chose qui m'a fait m'arrêter avant d'annoncer que j'étais rentré. Je suis resté immobile près de la porte entrouverte et j'ai écouté. La voix de Gracila était douce, intime, d'une manière qu'elle n'avait pas utilisée avec moi depuis longtemps. Elle disait des choses comme « Tu m'as manqué aujourd'hui et j'ai hâte d'être à vendredi ». Et, oui, les enfants seront avec leur grand-mère ce week-end-là. Chaque mot était un coup direct en pleine poitrine, mais je n'ai rien fait. Je ne suis pas entré. Je n'ai pas crié. Je suis resté paralysé pendant ce qui a dû durer 3 ou 4 minutes, bien que cela m'ait paru 1 heure entière. Quand elle a raccroché, j'étais déjà reparti par où j'étais venu. Je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé pendant 2 heures sans savoir où j'allais. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la voiture. Je ne voulais pas entrer dans cette maison. Je ne pouvais pas la regarder en face sachant ce que je savais et n'ayant toujours pas de plan, parce que c'est comme ça que je suis. Je n'ai jamais été le genre d'homme à réagir sans réfléchir. Je suis le genre d'homme qui pense et pense jusqu'à ce que tout soit clair pour lui. Et cette nuit-là, allongé sur le siège du conducteur avec le froid qui s'infiltrait par les fenêtres, je me suis posé une seule question. Ce n'était pas pourquoi, ni depuis quand, ni comment a-t-elle pu me faire ça. La question était beaucoup plus simple et beaucoup plus importante. Comment puis-je me sortir de là sans perdre mes enfants? Parce que c'était la seule chose qui comptait. Andrés et Karina. Tout le reste, le mariage, la maison, les années investies, la douleur, tout cela, je pourrais le gérer plus tard. Mais mes enfants n'étaient pas négociables, et je savais avec une certitude qui m'a glacé le sang que si je ne bougeais pas intelligemment, Gracila réunissait toutes les conditions pour les garder. Elle avait un emploi stable. Elle avait sa mère, Célia, à proximité. Elle avait Mauricio, son patron, qui avait clairement de l'argent et des ressources. Moi, je n'étais que Horacio, un technicien de maintenance industrielle avec un salaire de 2800 $ par mois et aucune famille proche à part ma sœur Amalia, qui vivait dans un autre état. Mais c'est précisément le fait qu'Amalia vivait dans un autre état qui m'a sauvé. Cette nuit-là, depuis la voiture, je lui ai écrit un message. J'ai juste dit, j'ai besoin de te parler. C'est urgent. N'en parle à personne. Elle m'a répondu en moins de 5 minutes, appelle-moi quand tu veux. Je suis là. Et c'est ainsi que tout a commencé. Pas par un cri, pas par une scène. Ça a commencé par un SMS à 2 h du matin et par un homme qui a décidé que, s'il devait perdre, il n'allait pas perdre sans livrer le combat le plus silencieux et le plus intelligent de sa vie. Ce qui a suivi m'a pris 8 mois. 8 mois à agir normalement à la maison, à dire « bonne nuit, bon appétit » et « comment s'est passée ta journée au travail ?» Pendant qu'à l'intérieur, je construisais chaque pièce de mon plan.
J'ai parlé avec un avocat, Ramon, un ami d'Amalia, spécialiste des questions de garde. J'ai obtenu un nouveau travail dans la ville où vivait ma sœur avec un salaire de 3 500 $ par mois et tous les avantages sociaux. J'ai documenté tout ce que je pouvais et j'ai attendu le moment exact. Mais il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore dit. Quelque chose qui change tout. Quelque chose qui a à voir avec Karina, avec Mauricio et avec cette enveloppe que le médecin a apportée à la clinique ce matin-là. Mais ça vient plus tard. Pour l'instant, j'ai besoin que vous compreniez qui était Gracila. Parce que pour comprendre la chute, il faut d'abord voir le piédestal depuis lequel elle se croyait intouchable. Gracila n'a pas toujours été comme ça. Ou du moins, c'est ce que j'aime croire parfois, dans les moments où je suis encore humain et où je m'autorise à me rappeler comment tout était au début. Je l'ai rencontrée quand nous avions tous les deux 29 ans, lors d'une soirée de travail à laquelle je ne voulais même pas aller. Elle se tenait près de la fenêtre avec un verre d'eau à la main, en train de parler à quelqu'un. Et quand elle a ri pour la première fois ce soir-là, quelque chose en moi a bougé. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Quelque chose a bougé. Je me suis approché d'elle. Nous avons parlé pendant 3 heures d'affilée. Et quand je suis rentré chez moi ce soir-là, je savais déjà que cette femme allait changer ma vie. Ce que je ne savais pas, c'était de quelle manière. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Nous avons d'abord eu Andrés. Et puis, quand Andrés a eu 3 ans, Karina est arrivée. Ses premières années étaient belles. Pas parfaites, car aucun mariage ne l'est, mais belles. Il y avait de l'amour. Il y avait des projets. Il y avait une vie construite avec de véritables efforts. Je travaillais beaucoup. Oui, peut-être trop. Je partais tôt, je rentrais tard, et le week-end, j'avais parfois des gardes d'urgence à l'usine où je travaillais. Je l'admets. Je n'ai pas toujours été présent comme j'aurais dû l'être. Mais jamais, pas un seul jour, je n'ai cessé de subvenir aux besoins, de prendre soin et d'aimer cette famille avec tout ce que j'avais. Le changement chez Gracila a commencé lorsqu'elle a obtenu ce travail avec Mauricio il y a environ 5 ans. Mauricio possédait une société d'importation. Il avait de l'argent. Il avait des contacts. Il avait ce genre de sécurité que l'argent facile et une vie confortable vous procurent. Gracila a commencé à rentrer à la maison différente, avec de nouveaux vêtements, une nouvelle coiffure, avec des excuses concernant des réunions qui se terminaient tard et des voyages d'affaires qui n'existaient pas avant. Je l'ai remarqué. Bien sûr que je l'ai remarqué. Mais je me disais que c'était la promotion, que c'était la nouvelle responsabilité, que c'était normal pour une femme qui grandissait professionnellement de changer. Je me suis menti à moi-même pendant des années parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité. Et puis ce mardi est arrivé, ce foutu mardi où j'ai franchi la porte de la cuisine et où j'ai entendu sa voix douce lui parler. Et tout ce sur quoi je m'étais menti à moi-même pendant des années s'est effondré en 3 minutes. Mais ce qui s'est passé après cette nuit-là a été encore pire, car au lieu de la confronter immédiatement, j'ai décidé d'observer. Et ce que j'ai vu au cours des semaines suivantes m'a retourné l'estomac d'une manière que je n'ai pas de mots pour décrire. J'ai commencé à prêter attention à des choses que j'ignorais auparavant. Les messages sur son téléphone qu'elle supprimait juste après les avoir lus, les appels auxquels elle répondait dans la salle de bain avec la porte verrouillée, les fois où Mauricio passait nonchalamment la chercher pour aller à une réunion un samedi matin alors que j'étais avec les enfants. J'ai tout vu. Et j'ai gardé le silence. Et j'ai souri. Et j'ai continué à agir comme si de rien n'était. Une nuit, Gracila s'est endormie sur le canapé avec son téléphone à la main. J'étais assis à côté d'elle, censé regarder la télévision. J'ai attendu 20 minutes jusqu'à ce que je sois sûr qu'elle était profondément endormie et j'ai pris le téléphone. Je n'en suis pas fier, mais je l'ai fait, et ce que j'y ai trouvé a confirmé tout ce que je savais déjà et m'a révélé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il y avait des conversations entières avec Mauricio, des photos, des mots que je ne vais pas répéter car ce n'est pas nécessaire. Mais il y avait autre chose. Il y avait un message de Mauricio qui disait textuellement : si la fille est à moi, comme nous le croyons, nous devons parler à un avocat. Je ne vais pas laisser cet homme garder ma fille. J'ai dû me lever du canapé. Je suis allé dans la salle de bain, j'ai fermé la porte, j'ai fait couler l'eau pour qu'ils ne m'entendent pas, et je me suis assis sur le bord de la baignoire pendant un long moment. La fille. Karina. Ma fille de 11 ans qui dormait dans sa chambre avec son ours en peluche marron. Il doutait qu'elle soit ma fille. Il prévoyait de me l'enlever.
Et Gracila le savait. Gracila le permettait. C'est ça qui m'a brisé de l'intérieur d'une manière que la liaison seule n'avait pas réussi à faire. Pas la trahison, pas la tromperie, mais ça, qu'il soit prêt à m'arracher ma fille. Le lendemain matin, j'ai agi exactement comme d'habitude. Bonjour, le café est prêt. J'ai emmené les enfants à l'école. Je suis allé travailler. Mais à l'intérieur, j'étais déjà une autre personne. Parce qu'à ce moment-là, assis sur le bord de cette baignoire avec l'eau qui coulait, j'avais pris la décision la plus importante de ma vie. Je n'allais pas exploser. Je n'allais pas la confronter. J'allais planifier. J'allais bouger si lentement et si silencieusement que, lorsqu'il réaliserait ce qui se passait, il serait déjà trop tard pour faire quoi que ce soit. J'ai appelé Amalia le lendemain et je lui ai tout raconté. Tout, depuis le début jusqu'au message de Mauricio. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Et puis ma sœur a dit quelque chose qui est resté gravé en moi pour toujours. Elle m'a dit : Horacio, si tu dois pleurer maintenant, pleure. Mais après aujourd'hui, plus une seule larme jusqu'à ce que tu aies ces enfants avec toi et en sécurité. Tu m'entends ? Je lui ai dit : oui. Et j'ai tenu ma promesse. Pas une seule larme de plus. Amalia m'a mis en contact avec Ramon, son ami avocat. Nous nous sommes rencontrés en secret 3 fois avant que je ne prenne une autre décision. Ramon m'a expliqué quelque chose de fondamental. Il m'a dit que dans les affaires de garde d'enfants, la stabilité économique et l'environnement familial sont décisifs. Il m'a dit que si je pouvais démontrer que j'avais un emploi stable, un logement adéquat et un environnement sûr pour les enfants dans un autre état, j'avais de réelles chances d'obtenir la garde principale. Mais il m'a aussi dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Il m'a dit que si Mauricio pouvait prouver la paternité biologique de Karina, il aurait des droits légaux sur elle. Cela compliquerait tout d'une manière qui pourrait devenir très longue et très coûteuse. J'ai alors compris que le test ADN n'était pas seulement un doute émotionnel pour eux. C'était une stratégie juridique. Ils voulaient que ce résultat soit utilisé contre moi pour m'enlever Karina avec un papier signé par un médecin, et je devais être préparé à n'importe quel résultat. J'ai donc fait quelque chose que très peu de personnes auraient fait à ma place. Je suis allé dans une autre clinique, dans une autre ville, et j'ai fait faire mon propre test ADN avec Karina avant qu'ils ne fassent le leur. J'ai payé $480 de ma propre poche. J'y suis allé seul. Je n'en ai parlé à personne, sauf à Ramon. J'ai attendu les résultats pendant 10 jours qui m'ont paru 10 ans. Chaque matin, je me réveillais, je regardais Karina prendre son petit déjeuner et je me posais la question. Je me posais la question et je me détestais de me la poser, parce que cette fille était ma fille dans tous les sens du terme, avec ou sans bout de papier. Mais j'avais besoin de savoir, j'avais besoin d'avoir cette certitude avant d'entamer une bataille juridique. Le résultat est arrivé un jeudi après-midi sur ma boîte email. J'ai ouvert le fichier assis dans ma voiture sur le parking de mon travail, avec des mains qui ne tremblaient pas parce que j'avais déjà appris à contrôler cela. J'ai lu le résultat et j'ai relâché le souffle que je retenais depuis 10 jours. Karina était ma fille avec une probabilité de 99,97%. La mienne, rien qu'à moi. J'ai sauvegardé ce document à 3 endroits différents. Dans mes emails, sur une clé USB que j'ai donnée à Ramon et dans un email que je me suis envoyé avec une copie à Amalia. Ce papier était mon bouclier et il ne savait pas que je l'avais. Ce qui a suivi a consisté à construire le reste du plan, pièce par pièce. Le nouveau travail dans la ville d'Amalia, le petit mais décent appartement qu'elle m'a aidé à trouver, les conversations avec les professeurs des enfants pour documenter leur situation scolaire et émotionnelle, chaque mouvement calculé, chaque pas mesuré. Et Gracila, pendant tout ce temps, était toujours dans son propre monde. Sur que je ne savais rien. Sur que, le moment venu, elle aurait toutes les cartes en main. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que je construisais depuis 8 mois une main qu'elle ne pourrait jamais battre. Il y a une chose que personne ne vous apprend sur le fait de survivre à une trahison en silence. On ne vous apprend pas que le plus difficile, ce n'est pas la douleur. La douleur, on apprend à la stocker, à la repousser, à mettre un couvercle dessus et à continuer à avancer. Le plus dur, c'est de jouer la comédie. Se lever chaque matin et être le même vieux Horacio. Celui qui dit bonjour, qui prépare le café, qui demande comment les enfants ont dormi, qui dit à sa femme de passer une bonne journée pendant qu'elle franchit la porte pour aller rejoindre le travail de son amant. C'est ça qui vous consume de l'intérieur.
pas la haine. La comédie. Pendant ces 8 mois, j'ai appris des choses sur moi-même que je ne connaissais pas. J'ai appris que je pouvais sourire quand je voulais pleurer. J'ai appris que je pouvais m'asseoir à table en face d'une personne qui m'avait détruit, lui passer le pain et lui demander si elle voulait encore de l'eau. J'ai appris que le silence, lorsqu'il est bien utilisé, est l'arme la plus puissante qui soit. Parce que, pendant que Gracila me voyait calme et silencieux, pendant qu'elle me voyait aller au travail, rentrer à la maison et ne rien dire, elle interprétait ce silence comme de l'ignorance, comme le fait que je ne savais pas, que j'étais le naïf de l'histoire. Et c'est précisément cela qui m'a donné l'avantage pendant tout ce temps. Mais il y a eu des moments où j'ai failli craquer. Des moments où le rôle est devenu trop lourd et où j'ai senti que je ne pourrais pas tenir un jour de plus. L'un de ces moments s'est produit un samedi soir, environ 4 mois après le début de ma planification. Gracila est rentrée tard, après 23 heures. J'étais assis dans le salon à regarder la télévision avec le volume bas pour ne pas réveiller les enfants. Elle est entrée, m'a vu, et sans dire un mot, s'est dirigée directement vers la chambre. Pas de bonne nuit, pas un regard, rien. Comme si j'étais un meuble. Comme si ma présence dans cette maison était un désagrément mineur qu'il fallait tolérer. Je suis resté assis sur ce canapé pendant 1 heure après qu'elle soit partie. Et pour la première fois depuis de nombreux mois, j'ai ressenti quelque chose de différent de la douleur et de la rage contrôlée. J'ai ressenti de la honte, une honte horrible, irrationnelle, qui n'avait aucun sens, mais qui était là, comme si le fait qu'elle m'ignore si facilement disait quelque chose sur ma propre valeur. J'ai dû appeler Amalia cette nuit-là, à voix basse depuis la salle de bain, avec l'eau du robinet qui coulait, comme c'était devenu mon habitude. Ma sœur m'a écouté, et quand j'ai fini de parler, elle m'a dit quelque chose que j'ai besoin que vous entendiez bien. Elle a dit : « Horacio, la honte que tu ressens ce soir n'est pas la tienne, c'est la sienne. Tu es le seul dans cette maison qui agit avec dignité. Ne l'oublie pas. » Je ne l'ai pas oublié. Cette phrase m'a soutenu pendant les 4 mois restants. Pendant ce temps, le plan avançait. Ramon avait travaillé silencieusement de son côté. Il m'a expliqué que pour demander la garde principale des enfants, je devais démontrer 3 choses fondamentales. Premièrement, que j'avais une capacité économique réelle pour subvenir à leurs besoins. Deuxièmement, que j'avais un environnement stable et sûr pour qu'ils y vivent. Et troisièmement, que l'environnement actuel chez Gracila présentait des éléments qui pouvaient être considérés comme nuisibles pour les mineurs. Ce troisième point était délicat, mais Ramon savait exactement comment le gérer. Le nouveau travail que j'avais obtenu dans la ville d'Amalia était le premier pilier. C'était une entreprise de maintenance industrielle plus grande que celle où je travaillais, avec un contrat officiel, tous les avantages sociaux et un salaire de $3,500 par mois. Amalia m'avait parlé de cette opportunité il y a un certain temps, et quand la situation avec Gracila a explosé, je l'ai saisie sans hésiter. J'ai passé les entretiens pendant mes jours de congé. Je leur ai dit que je pourrais commencer dans 3 mois et j'ai signé un contrat en secret. Personne à la maison n'était au courant. Ni Gracila, ni les enfants, personne. Le deuxième pilier était l'appartement. Amalia m'a aidé à en trouver un petit mais entièrement équipé, près de bonnes écoles dans un quartier calme. J'ai payé la caution et le premier mois avec des économies que je mettais de côté depuis des années sur un compte dont Gracila ignorait l'existence. Ce n'était pas une somme énorme, environ $4,200 au total, mais c'était suffisant pour commencer. Ramon a examiné le contrat de location et m'a dit que tout était en ordre. J'avais déjà un endroit où emmener mes enfants. Le troisième pilier était le plus délicat. Ramon m'a expliqué que nous n'avions pas besoin de prouver que Gracila était une mauvaise mère dans l'absolu. Ce que nous devions démontrer, c'était l'instabilité de l'environnement, et une relation avec Mauricio, correctement documentée, représentait exactement cela. Un homme extérieur au noyau familial, avec une présence constante dans la vie des enfants sans aucun lien légal ou émotionnel établi. Ramon savait comment présenter les choses, et j'avais les preuves, les dates, les moments que j'avais documentés pendant des mois avec une application de notes sur mon téléphone, dont Gracila ignorait totalement l'existence. Mais il y avait autre chose contre quoi Ramon m'avait mis en garde dès le début. Il m'avait dit que Gracila, si elle avait un bon avocat de son côté, pourrait essayer de présenter le test ADN de Mauricio comme preuve que l'environnement familial était déjà contesté. Et utiliser cela pour affirmer qu'un déménagement soudain avec les enfants dans un autre État était un acte unilatéral non autorisé. En d'autres termes, si j'emmenais les enfants sans décision de justice préalable,
elle pourrait m'accuser d'enlèvement d'enfants. C'était un risque énorme et Ramon le savait. C'est pourquoi ce qu'il a fait dans les semaines précédant le divorce a été la chose la plus importante de toutes. Il a déposé une demande d'ordonnance de garde temporaire d'urgence 3 jours avant la signature du divorce, basée sur l'instabilité de l'environnement, mon nouvel emploi et logement établi, et l'intérêt supérieur des mineurs. Le juge a étudié le dossier et l'a approuvé. Une ordonnance signée par le tribunal qui m'accordait la garde temporaire d'Andrés et de Karina pendant que la procédure complète était résolue. Cette ordonnance était dans ma poche le jour où j'ai signé les papiers du divorce. Gracila et son avocat n'en savaient rien jusqu'à ce que Ramon la pose sur la table juste après la signature des derniers papiers. J'ai vu le visage de Gracila à ce moment-là. J'ai vu comment la couleur a quitté son visage en moins de 2 secondes. J'ai vu son avocat prendre le document et le lire, les yeux de plus en plus écarquillés. Gracila m'a regardé pour la première fois de toute la matinée. Et dans ce regard, il y avait quelque chose que je n'avais jamais vu chez elle auparavant. Une peur réelle. Pas la peur de quelqu'un qui est surpris, la peur de quelqu'un qui vient de comprendre qu'il a sous-estimé la mauvaise personne. Je n'ai rien dit. J'ai rassemblé mes documents, j'ai serré la main de Ramon et je suis sorti de ce bureau. Je suis allé directement à l'école des enfants. J'avais déjà parlé avec leur professeur la semaine précédente. J'avais expliqué la situation calmement, documents en main, et ils avaient coopéré à 100%. Andrés et Karina m'attendaient dans le bureau du directeur avec leur sac à dos. Je leur avais dit le matin même, avant d'aller chez le notaire, que nous partions en voyage pour rendre visite à Amalia, que c'était une surprise. Andrés m'a regardé avec cette tête d'adolescent qu'il a et m'a demandé si j'étais sérieux. Je lui ai dit que oui. Karina était déjà toute excitée depuis que je l'avais mentionné. Je les ai fait monter dans la voiture, j'ai mis les valises dans le coffre et j'ai pris la route. Je n'ai pas mis de musique. Je n'ai pas beaucoup parlé. J'ai juste conduit. Et pendant que je mettais des kilomètres entre mes enfants et tout ce que nous avions laissé derrière nous, quelque part dans la ville, Gracila passait des appels frénétiques à son avocat, et Mauricio, qui ne savait rien de l'ordonnance du tribunal, continuait avec son plan initial. Il pensait toujours que ce matin-là, dans cette clinique privée où il avait convoqué toute sa famille, ils allaient recevoir le résultat qui changerait tout en sa faveur. Il pensait toujours qu'il avait gagné, et toute sa famille, sa mère, ses frères, sa belle famille, tous réunis dans cette élégante salle d'attente avec du café en machine et des chaises en cuir, attendaient tous la confirmation de quelque chose qui n'est jamais venu comme ils l'espéraient. Mais je ne le savais pas encore pendant que je conduisais. Ils me l'ont raconté plus tard. Et quand ils me l'ont raconté, la seule chose que j'ai ressentie a été un calme étrange et profond, comme lorsqu'une longue tempête se termine et que l'air sent soudainement différent, propre, nouveau, comme si le monde venait de prendre une respiration. Andrés s'est endormi avec ses écouteurs sur les oreilles environ 40 minutes après notre départ. Karina a tenu un peu plus longtemps, me posant des questions sur la maison d'Amalia, s'il y avait un parc à proximité, et s'il pourrait avoir un chien un jour. Je lui ai dit, peut-être, que tout était possible, et je le pensais vraiment. L'autoroute la nuit a quelque chose qui s'explique mal avec des mots. Quand on conduit seul avec ses enfants endormis à l'arrière, et que le monde entier est laissé derrière soi, il y a un silence qui n'est pas vide. C'est un silence plein, plein de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a enduré, de tout ce qu'on a décidé de laisser partir. Je conduisais avec mes 2 mains sur le volant. Mes yeux étaient fixés sur la ligne blanche de la chaussée. Et pour la première fois en 8 mois, je ne pensais pas à la prochaine étape. Je ne calculais pas. Je ne planifiais pas. Je conduisais, tout simplement. Et ça, après tout ce que j'avais porté, c'était comme me libérer d'un poids que je ne savais même plus avoir sur les épaules. Nous étions sur la route depuis environ 2 heures quand Karina s'est réveillée. Je l'ai entendu bouger sur le siège arrière, ce petit bruit que font les enfants quand ils sortent du sommeil sans se réveiller complètement. Elle a ouvert les yeux, a regardé par la fenêtre l'obscurité qui défilait, puis m'a regardé dans le rétroviseur. Ses cheveux étaient en bataille, et son ours en peluche était toujours serré contre sa poitrine. Elle m'a demandé à voix basse, avec cette voix enrouée qu'on a quand on vient de se réveiller, si on était bientôt arrivé. Je lui ai dit encore quelques heures, qu'elle devrait dormir, que quand elle se réveillerait, on serait proche. Elle m'a regardé encore un instant, comme pour évaluer si elle devait me croire, puis elle a refermé les yeux. En moins de 2 minutes, elle respirait de nouveau profondément. Je l'ai regardée dans le miroir pendant quelques secondes de plus que nécessaire et j'ai pensé à ce papier,
à ce résultat avec les 99,97% que je gardais dans 3 endroits différents. Au jour où j'avais attendu ce résultat avec l'estomac noué et le cœur battant. Et j'ai pensé que peu importait ce que disait un quelconque papier. Cette fille était la mienne depuis le premier jour où je l'ai tenue dans mes bras. Depuis qu'elle a appris à marcher en s'accrochant à mes doigts. Depuis qu'elle m'a appelé « Papa », pour la première fois avec sa voix de bébé qui n'arrivait pas encore à bien prononcer les mots. Aucun papier n'allait me l'enlever. Ni Mauricio, ni une clinique, personne. J'ai continué à conduire. Andrés s'est réveillé vers la 3e heure. Il l'a fait soudainement, comme toujours, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Il a enlevé ses écouteurs, s'est étiré sur son siège autant que la ceinture de sécurité le permettait, et m'a regardé. Il avait cette tête d'adolescent qui mélange le sommeil avec une méfiance naturelle due à ses 14 ans. Il m'a demandé directement, sans tourner autour du pot, fidèle à lui-même. Il m'a demandé si nous allions vivre avec Amalia. Pas la question d'un enfant effrayé, la question de quelqu'un qui a déjà fait 2 + 2 et veut confirmer que le résultat est 4. Il m'a fallu un instant pour répondre, non pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que je voulais le dire correctement. Je lui ai dit oui, que nous allions vivre dans la même ville qu'Amalia, dans notre propre appartement, que j'avais un nouveau travail là-bas, qu'ils auraient une nouvelle école, de nouveaux amis, et que tout allait bien se passer. Il y a eu un silence. Andrés a regardé devant lui la route sombre et est resté silencieux pendant 1 minute entière. Puis, il m'a demandé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il m'a demandé si sa mère le savait. Je lui ai dit que oui, que tout était arrangé légalement et qu'il n'avait pas à s'inquiéter de tout ça, que c'était une affaire d'adulte et que mon travail était de m'assurer que lui et sa sœur aillent bien. Un autre silence, et puis, sans me regarder, il a dit quelque chose à voix très basse qui est resté gravé en moi pour toujours. Il a dit « C'est bon, papa ». Juste ça, « C'est bon, papa ». Et il a remis ses écouteurs. J'ai dû cligner des yeux plusieurs fois d'affilée et me concentrer sur la route. Nous sommes arrivés dans la ville d'Amalia après 2 heures du matin. Elle était réveillée, nous attendait avec la porte ouverte et la lumière du porche allumée. Quand je suis sorti de la voiture et que je l'ai vue debout sur le pas de la porte avec ce visage de grande sœur qui a toujours été la chose la plus proche d'un foyer que je connaisse, j'ai senti quelque chose lâcher à l'intérieur de moi. Je n'ai pas pleuré. J'avais promis de ne pas pleurer, mais c'était moins une. Très très proche. Elle a descendu les marches, m'a serré fort dans ses bras et m'a glissé à l'oreille, « Tu l'as fait. » Rien de plus. Rien de plus n'était nécessaire. Nous avons presque porté les enfants à l'étage parce qu'ils s'étaient de nouveau endormis. Amalia avait préparé une chambre pour eux avec 2 matelas au sol et des couvertures propres et chaudes. Nous les avons mis au lit sans qu'ils se réveillent complètement. Karina a lâché son ours en peluche un instant puis l'a de nouveau serré dans son sommeil. Andrés s'est retourné face au mur. Nous les avons bordés. Amalia a éteint la lumière, nous sommes tous les deux sortis dans le couloir et avons fermé la porte doucement. Nous nous sommes assis dans sa petite cuisine. Elle a posé un café devant moi sans demander, et nous sommes restés un moment dans ce silence qui n'existe qu'entre des personnes qui se connaissent depuis toujours et qui n'ont pas besoin de le combler avec des mots. C'est Amalia qui a parlé la première. Elle m'a demandé comment s'était passée la signature. Je lui ai tout raconté. Le visage de Gracila quand Ramon a présenté l'ordonnance du tribunal, le silence dans ce bureau, la façon dont je suis parti sans dire un seul mot. Amalia m'écoutait, les coudes sur la table et la tasse de café entre les mains, en hochant lentement la tête. Quand j'ai eu fini, elle a souri. Pas un grand sourire, un petit sourire silencieux de satisfaction sincère. Elle m'a dit, c'est exactement ce qu'elle méritait. Mais pendant que j'étais assis dans cette cuisine calme à des centaines de kilomètres de là, l'histoire prenait une tournure complètement différente. Une tournure que je ne voyais pas, mais qui était déjà enclenchée depuis des heures. Car Gracila, après la surprise de l'ordonnance du tribunal, n'était pas restée paralysée. Gracila était beaucoup de choses, mais elle n'était pas le genre de femme à rester immobile quand elle sentait qu'elle perdait du terrain. Elle avait immédiatement appelé Mauricio. Elle lui avait parlé de l'ordonnance. Elle lui avait dit qu'Horacio avait pris les enfants. Et Mauricio, avec l'arrogance d'un homme qui pense que l'argent résout tout, lui avait dit de ne pas s'inquiéter. Que l'après-midi même, à la clinique, tout changerait. Qu'avec le résultat ADN en main, ils auraient assez d'arguments pour annuler n'importe quelle ordonnance judiciaire. Qu'il avait des avocats meilleurs et plus chers que tout ce que je pouvais me payer.
Ce que Mauricio ne savait pas, c'est que j'avais déjà mes propres résultats sauvegardés dans 3 endroits différents, scellés, datés, signés par un laboratoire certifié, et que ce résultat disait exactement le contraire de ce qu'il s'attendait à entendre cet après-midi-là. Je ne le savais pas encore à ce moment-là, assis dans la cuisine d'Amalia, mais pendant que je buvais ce café et que l'épuisement des 8 derniers mois commençait enfin à peser sur mes os, dans cette clinique privée à l'autre bout du pays, la salle d'attente se remplissait de monde. La mère de Mauricio, ses 2 frères, une belle-sœur, quelques amis proches qu'il avait lui-même invités parce qu'il était tellement sûr du résultat qu'il voulait des témoins. Il voulait que tout le monde voie le moment où il serait confirmé qu'il avait une fille. Gracila était assise parmi eux avec un sourire tendu et inconfortable, car elle avait des doutes que Mauricio n'avait pas. Elle savait des choses qu'il ignorait, mais elle s'était laissée emporter par le courant de sa confiance parce que c'était plus facile que d'affronter la possibilité que tout se passe mal. Et le médecin n'était pas encore sorti avec l'enveloppe. J'ai fini mon café. J'ai dit à Amalia que j'avais besoin de dormir, que demain nous recommencerions à zéro. Elle m'a dit que la chambre du fond était prête pour moi. Je me suis levé, j'ai laissé la tasse dans l'évier, et avant d'éteindre la lumière de la cuisine, je suis resté un moment sur le pas de la porte. J'ai pensé à tout ce que j'avais laissé derrière moi. La maison, les années, la vie que je pensais avoir. Et puis j'ai pensé à Andrés et Karina endormis dans la pièce d'à côté. Et j'ai su que je n'avais rien laissé derrière moi qui valait plus que ça. J'ai éteint la lumière, je suis allé dormir, et à des centaines de kilomètres de là, dans une clinique privée avec des chaises en cuir et du café en machine, la porte de la salle d'attente était sur le point de s'ouvrir. Je veux que vous imaginiez la scène. Pas de mon point de vue, parce que je n'y étais pas. On me l'a raconté plus tard, avec des détails, des pauses, avec cette façon qu'ont les gens de décrire quelque chose dont ils ont été témoins et qu'ils n'arrivent pas à croire réel. On me l'a raconté, et j'ai écouté en silence, en la reconstruisant dans ma tête comme si c'était un film. Et chaque fois que je m'en souviens, je ressens la même chose. Pas de la satisfaction, pas de la joie. Quelque chose qui ressemble plutôt à la confirmation que l'univers prend parfois son temps, mais qu'il n'oublie pas. La clinique était privée, le genre de clinique avec une réception au sol en marbre, des plantes artificielles dans les coins et une musique d'ambiance que personne n'écoute, mais qui est là pour donner l'impression que tout est plus cher que ça ne l'est. Mauricio l'avait choisi spécifiquement. Pas n'importe quel laboratoire. Une clinique avec un nom, une réputation, avec le genre d'atmosphère qu'il aimait pour tout. Le genre d'endroit où l'on arrive et où l'on a le sentiment d'être du bon côté de la vie. C'était important pour Mauricio, l'apparence, la mise en scène. Il ne voulait pas seulement le résultat. Il voulait le moment. Il voulait toute la cérémonie. Il était arrivé à 9 h du matin avec sa mère, Véronica, une femme de près de 70 ans qui portait son sac en cuir marron comme si c'était un bouclier et qui donnait son avis sur tout avec une autorité que personne ne lui avait accordée, mais que personne ne remettait en question non plus. Ils sont arrivés ensemble dans sa voiture, un véhicule qui coûtait plus cher que ce que je gagnais en un an. Derrière lui venaient ses 2 frères avec leurs épouses respectives. Et un peu plus tard, 2 amis proches de Mauricio, qu'il avait lui-même appelés la veille pour leur dire que le lendemain allait être un jour important, qu'ils devaient venir, qu'ils devaient l'accompagner, qu'ils allaient faire la fête. Gracila est arrivée seule 15 minutes après tout le monde. Elle est entrée dans la salle d'attente avec les cheveux relevés et un chemisier bleu que j'avais vu dans son placard mais que je ne l'avais jamais vu porter. Elle avait cette expression que je connaissais bien. Ce mélange de confiance forcée et de tension intérieure qu'elle arborait quand quelque chose n'était pas complètement sous son contrôle, mais qu'elle ne voulait pas que ça se voie. Mauricio s'est levé quand il l'a vue entrer, lui a donné un baiser sur la joue et l'a présentée à ceux qui ne la connaissaient pas encore, comme s'il s'agissait d'un trophée nouvellement acquis. Gracila a souri, s'est assise et a attendu. Le test avait déjà été fait quelques jours auparavant. Ils avaient prélevé des échantillons à la fois sur Mauricio et sur Karina dans cette même clinique lors d'un rendez-vous précédent que Gracila avait géré toute seule, sans rien me dire. Lors d'un de ces jours où j'étais censé travailler et où elle avait sorti Karina de l'école avec une excuse qu'elle ne m'a jamais donnée. Je l'ai découvert plus tard, ça aussi, qu'elle avait emmené ma fille dans cette clinique sans rien me dire, qu'elle avait permis qu'il fasse un prélèvement sur Karina pour un test qui pouvait changer sa vie, sans me le demander, sans me consulter. Sans même considérer que j'avais le droit de savoir. Ce détail, quand on me l'a raconté, a été le plus difficile à digérer. Pas la tromperie, pas la trahison, mais le fait qu'elle ait utilisé ma fille comme un pion sur son échiquier sans y réfléchir à 2 fois.
mais je reviens à la clinique, à cette salle d'attente avec 10 personnes qui n'avaient rien de mieux à faire un jour de semaine que d'attendre un résultat qu'aucune d'entre elles n'avait le droit d'espérer. Véronica, la mère de Mauricio, était celle qui parlait le plus. D'après ce qu'on m'a dit, elle n'avait pas arrêté depuis son arrivée. Elle parlait du petit enfant en route, de la responsabilité qui l'accompagnait, du fait qu'elle avait vu quelque chose de spécial chez cette fille depuis le début, de ses yeux, de son menton, qu'on devine simplement ces choses-là. Mauricio l'écoutait avec ce sourire d'homme convaincu, hochant la tête, la laissant parler. Les frères faisaient des commentaires à voix basse entre eux. Les belles-sœurs regardaient leur téléphone, et Gracila était assise au milieu de tout ça comme quelqu'un à une fête à laquelle elle n'est pas sûre d'avoir vraiment été invitée. Parce que Gracila savait quelque chose que les autres ignoraient. Gracila savait que les dates ne correspondaient pas tout à fait. Qu'il y avait une période où la possibilité que Karina soit la mienne était réelle. Elle ne l'avait jamais dit à voix haute. Ni à Mauricio, ni à sa mère Célia, à personne. Elle l'avait enterrée sous des couches de désir et de convenance. Parce que si Karina s'avérait être la fille de Mauricio, sa position s'améliorait à tous points de vue, économiquement, légalement, émotionnellement, dans le nouveau plan de vie qu'elle s'était construit dans sa tête. Mais si elle s'avérait être la mienne, tout ce plan devenait compliqué d'une manière à laquelle elle préférait ne pas penser. Elle attendait donc avec un sourire tendu, les mains croisées sur les genoux, ses yeux se dirigeant vers la porte du couloir chaque fois qu'elle entendait des pas. 1 heure a passé, puis une autre. Mauricio a commandé plus de café pour tout le monde. Véronica a raconté 2 fois la même histoire sur le fait que Mauricio, enfant, montrait déjà des signes de singularité. Les amis ont commencé à consulter leur téléphone plus fréquemment. L'atmosphère dans la pièce est passée peu à peu d'une célébration anticipée à une attente inconfortable, le genre d'attente qui commence à paraître plus longue qu'elle ne devrait. C'est à 11h40 du matin que la porte du couloir s'est ouverte. Le médecin était un homme d'une 50aine d'années, cheveux gris, blouse blanche, avec cette expression professionnelle et neutre qu'on apprend de toute façon à lire parce que les gestes disent ce que le visage entraîné cache. Il est entré avec un dossier fermé à la main, a regardé le groupe, et a demandé Monsieur Mauricio. Mauricio s'est levé immédiatement avec cette posture de l'homme habitué à ce que les choses se passent comme il le souhaite. Il a tendu la main. Le médecin la lui a serrée, puis avec un calme totalement chirurgical, lui a dit qu'ils avaient les résultats et qu'il serait peut-être préférable de les examiner en privé. Mauricio a balayé l'idée d'un geste de la main. Il a dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'ils étaient en famille, qu'ils pouvaient parler librement. Le médecin l'a regardé un instant, a hoché légèrement la tête, a ouvert le dossier et a lu le résultat. On m'a dit que le silence qui a suivi a été l'un de ces silences que l'on ressent physiquement, comme si l'air dans la pièce était soudain devenu plus dense, comme si toutes les personnes présentes avaient inspiré en même temps et que personne n'avait encore expiré. Véronica s'est arrêtée de parler au milieu d'un mot. Les frères ont cessé de se regarder. Les belles-sœurs ont levé les yeux de leur téléphone. Et Gracila, m'a-t-on dit, est restée complètement immobile, les mains toujours croisées sur les genoux, les yeux fixés sur le médecin avec cette expression de quelqu'un qui, tout au fond de lui, savait déjà ce qui arrivait. Mais avait choisi de ne pas savoir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'autre option. Le résultat était négatif. Mauricio n'était pas le père biologique de Karina. Avec une certitude de 99,98%, la fille n'avait aucun lien génétique avec lui. Mauricio a lu le papier lui-même après que le médecin eut fini de parler. Il l'a lu 2 fois, 3 fois, comme si les mots allaient changer s'il les regardait assez longtemps. Puis il a levé les yeux et a regardé Gracila. Et selon la personne qui me l'a raconté, ce regard ne contenait aucun amour, aucune confusion. Il contenait juste une question directe et froide qui n'avait pas besoin de mots pour être posée. Gracila a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a rouverte, et a dit quelque chose d'inutile. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas, qu'il devait y avoir une erreur, qu'il fallait refaire le test. Véronica a été la première à se lever. Elle n'a d'abord rien dit. Elle a ramassé son sac en cuir marron par terre avec une lenteur délibérée, comme quelqu'un qui choisit chaque mouvement avec soin. Puis elle a regardé Gracila avec une expression qu'on m'a décrite comme le genre de regard qui donne envie de devenir invisible. Et elle lui a dit, d'une voix totalement calme et plus terrifiante que si elle avait crié, qu'elle avait eu des doutes depuis le début, mais que son fils ne l'avait pas écoutée. Elle lui a dit qu'elle espérait que la leçon en valait la peine, et elle s'est dirigée vers la porte. L'un des frères l'a suivie sans un mot. L'autre est resté un instant,
a regardé Mauricio et lui a dit à voix basse qu'il l'appellerait plus tard. Les belles-sœurs sont parties presque en même temps. Les amis ont dit au revoir avec ce malaise de celui qui veut disparaître mais qui doit quand même passer la porte. En moins de 4 minutes, la salle d'attente qui avait été pleine de familles, de cafés et de conversations sur les petits-enfants s'est retrouvée avec 3 personnes, le médecin, qui s'est discrètement retiré dans le couloir, Mauricio et Gracila. Et c'est là que la deuxième partie de l'effondrement a commencé. Mauricio n'a pas crié. C'est la première chose qui m'a surpris quand on m'a raconté ce qui s'était passé après que tout le monde a quitté la pièce. Je l'avais imaginé crier, frapper quelque chose, faire la scène qu'on attendrait d'un homme comme lui. Habitué à tout contrôler et à voir les choses se passer comme il l'a décidé. Mais non, Mauricio est resté assis, le dossier fermé sur les genoux, les yeux fixés sur un point du sol en marbre de cette clinique hors de prix qu'il avait lui-même choisi pour son moment de triomphe. Et il est resté comme ça pendant un temps qui, comme me l'a dit Gracila plus tard, lui a paru une éternité. C'est elle qui a parlé la première, et d'après la façon dont on m'a décrit la scène, à ce moment-là, elle n'avait plus le sourire tendu d'avant. Elle n'avait plus la posture contrôlée de la femme qui entre dans une pièce et sait comment s'y mouvoir. Elle avait le maquillage qui coulait sous ses yeux, bien que personne ne l'ait vu pleurer à proprement parler, comme si le simple poids de ce qui venait de se passer avait défait son visage sans qu'il y ait besoin de larmes. Elle a dit à Mauricio qu'il devait parler, qu'il y avait une explication, que les dates avaient pu être confuses, qu'elle-même n'était pas sûre de tout, et qu'il l'écoute, s'il lui plaît. Mauricio l'a regardé, et d'une voix complètement plate, sans température, sans aucune des émotions qu'on attendrait à ce moment-là, il lui a demandé une seule chose. Il lui a demandé si elle savait. Si, à un moment donné avant ce jour, elle avait eu des doutes sur la paternité de la fille et ne le lui avait pas dit. Gracila n'a pas répondu immédiatement, et ce silence de 3 secondes a été sa réponse la plus honnête de toute la journée. Mauricio a hoché lentement la tête, s'est levé. Il a pris son téléphone sur la chaise à côté de lui et lui a dit quelque chose qu'on m'a rapporté presque mot pour mot, parce que la personne dans le couloir a réussi à l'entendre. Il lui a dit que pendant 4 ans, il avait cru construire quelque chose de vrai. Qu'il avait investi dans cette relation des choses qu'il n'investissait nulle part ailleurs. Qu'il avait ignoré les personnes qu'il avait mis en garde. Qu'il avait éloigné sa famille de situations plus simples pour être disponible pour elle. Et que pendant tout ce temps, elle avait eu un doute fondamental qu'elle n'avait jamais eu la décence de partager avec lui. Il lui a dit que ce n'était pas le résultat de l'ADN qui le détruisait. C'était ce silence délibéré, la décision consciente de ne pas lui dire quelque chose qui changeait tout. Puis il a pris le dossier sur le siège, l'a tendu au médecin qui attendait discrètement dans le couloir, et a quitté la clinique sans se retourner. Gracila est restée seule dans cette salle d'attente aux chaises en cuir et à la musique douce que personne n'écoutait. Je dormais pendant que tout cela se passait. J'ai dormi jusqu'à presque 10 heures du matin. Le premier sommeil profond et continu que je faisais depuis des mois. Quand je me suis réveillé, la maison d'Amalia sentait le café frais et quelque chose qui cuisait sur la cuisinière. J'ai entendu des voix dans la cuisine. Je me suis levé lentement, avec ce corps lourd de celui qui vient de faire un vrai somme après une longue période, et je suis allé dans la chambre où les enfants avaient dormi. La porte était entr'ouverte. Il n'y avait personne à l'intérieur. Les couvertures étaient pliées avec ce pliage approximatif que font les enfants quand ils essaient de faire le lit sans qu'on leur ait bien appris. L'ours en peluche de Karina était posé contre l'oreiller, comme s'il avait été soigneusement arrangé. Je suis allé dans la cuisine. Amalia était debout devant la cuisinière. Andrés était assis à table avec un verre de jus de fruits et son téléphone à la main. Karina était sur la chaise à côté de lui, mangeant quelque chose avec cette concentration totale qu'ont les enfants quand ils ont vraiment faim. Quand ils m'ont vu entrer, ils m'ont tous les deux regardé. Karina a souri immédiatement avec ce sourire à elle qui précédait toujours les mots. Andrés m'a fait un signe de tête, ce petit salut d'adolescent qui, dans son langage, signifie plus qu'il n'y paraît. Je me suis assis. Amalia a posé un café devant moi sans rien dire. Et pendant un moment, nous sommes restés tous les 4 comme ça, dans cette petite cuisine, avec le bruit de la cuisinière et la lumière du matin qui entrait par la fenêtre. Normal. Complètement normal. Et cette normalité, après tout ce que j'avais vécu ces derniers mois, m'a semblé être la chose la plus extraordinaire au monde. C'est plus tard, quand les enfants sont sortis dans le petit jardin d'Amalia, que ma sœur s'est assise en face de moi avec sa tasse de café et m'a dit qu'elle avait reçu un message. Pas de Gracila directement, de Célia,
la mère de Gracila. Amalia et Célia se connaissaient depuis des années, depuis que Gracila et moi étions un jeune couple et que les familles se mélangeaient lors des anniversaires et des fêtes. Elles n'étaient pas des amies proches, mais elles avaient le numéro l'une de l'autre, et Célia lui avait écrit ce matin-là. Le message était long. Amalia me l'a lu à haute voix avec cette pause qu'elle utilise quand quelque chose lui semble important. Célia disait qu'elle avait parlé avec Gracila, que le résultat ADN s'était révélé négatif pour Mauricio, que Mauricio avait quitté la clinique et ne répondait plus à son téléphone, que sa famille avait coupé tout contact, et que Gracila était une épave et avait besoin de parler à ses enfants. J'ai écouté sans interrompre. Quand Amalia a terminé, il y a eu un silence. Puis elle m'a demandé ce que je voulais faire. Je lui ai dit, rien pour le moment. Que Ramon avait des instructions claires sur la manière de gérer toute tentative de contact pendant cette période, et que toute communication relative aux enfants devait passer par lui. Que je n'allais pas répondre aux messages ni aux appels directs, pas par cruauté, mais par procédure. Parce que Ramon m'avait expliqué qu'en ce moment, toute conversation non documentée pouvait compliquer la procédure judiciaire en cours. Amalia a hoché la tête, a rangé le téléphone, et m'a dit autre chose. Elle m'a dit que dans le message, Célia disait aussi quelque chose à mon sujet. Qu'elle disait que Horacio avait toujours été un homme bon, que Gracila avait commis la plus grosse erreur de sa vie, et qu'elle, en tant que mère, avait honte de ne pas l'avoir arrêté quand il en était encore temps. Ça m'a pris par surprise. Non pas parce que ça changeait quoi que ce soit, non pas parce que ça effaçait ce qui s'était passé, mais parce qu'elle était la dernière personne de qui je m'attendais à entendre une chose pareille. Célia avait toujours été du côté de sa fille pour tout, sans poser de questions. Entendre que même elle reconnaissait l'erreur m'en disait plus sur l'ampleur du désastre qu'autre chose. Mais l'effondrement n'était pas terminé. Sa deuxième vague ne faisait que commencer. Car Mauricio, après avoir quitté la clinique, ne s'était pas volatilisé en silence. Mauricio était le genre d'homme qui, lorsqu'il se sent humilié, a besoin de transférer cette humiliation sur quelqu'un d'autre. Et la personne la plus proche et la plus disponible pour recevoir ça, c'était Gracila. Quelques heures après avoir quitté la clinique, son avocat lui a envoyé un document. Ce n'était pas une lettre personnelle. C'était une notification légale. Mauricio mettait fin au contrat de travail de Gracila dans son entreprise avec effet immédiat pour cause de restructuration interne, sans indemnité supplémentaire au-delà de ce que la loi exigeait, sans lettre de recommandation, sans conversation préalable. Gracila a perdu son emploi le jour même où elle a perdu Mauricio, et le jour même où elle a découvert que j'étais parti avec les enfants. Tout le même jour. Célia me l'a raconté plus tard, lors d'un appel qu'Amalia a pris et qu'elle m'a résumé le soir même. Célia était avec Gracila dans l'appartement qu'elle avait loué 2 mois plus tôt. Un appartement que Mauricio l'avait aidé à payer, dans un immeuble à 10 minutes de son bureau. Un appartement qui, maintenant, sans le travail et sans Mauricio, devenait un problème financier immédiat. Le loyer était de $1,400 par mois. Gracila avait des économies pour peut-être 2 mois. Après ça, il n'y avait plus de plan. Et puis Gracila a commis l'erreur que Ramon avait déjà anticipée. Désespérée, sans travail, sans Mauricio, sans les enfants, elle a essayé de m'appeler directement 4 fois en moins de 2 heures. Je n'ai répondu à aucun appel. Puis elle m'a envoyé un SMS que Ramon m'a demandé de ne pas lire et de conserver comme preuve, sans y répondre. Ensuite, elle a essayé d'appeler le téléphone d'Andrés. Andrés m'a montré l'appel entrant sans répondre et m'a demandé, avec ce calme étrange qu'il avait développé depuis la veille, ce qu'il devait faire. Je lui ai dit de ne pas répondre pour le moment, que nous allions bientôt organiser un moyen pour qu'ils puissent parler à leur mère de manière calme et ordonnée. Que ça arriverait, mais qu'il fallait d'abord que chaque chose soit à sa place. Andrés a rangé le téléphone. Il n'a pas posé d'autres questions. Karina n'avait pas encore demandé des nouvelles de sa mère, ou si elle y avait pensé, elle ne l'avait pas dit à haute voix. Elle était occupée à explorer le jardin d'Amalia, à découvrir un chat errant roux qui avait décidé de s'installer sous la fenêtre de derrière, et à négocier avec ma sœur la possibilité de lui donner du lait. Amalia lui a dit oui, avec modération. Et Karina a passé la demi-heure suivante allongée sur l'herbe, essayant de gagner la confiance d'un chat qui ne la connaissait pas encore, mais qui, avec toute la patience du monde, se laissait aimer. Je la regardais depuis la fenêtre et je me disais que c'était exactement ce que j'avais besoin de voir. Ma fille, dans un nouveau jardin, avec un chat roux qu'elle ne connaissait pas apprenant que les commencements ne doivent pas forcément faire peur.
que parfois la vie vous met dans un endroit différent de ce que vous attendiez, et qu'il s'avère que cet endroit a de l'herbe verte, la lumière du matin, et un chat qui finit par vous laisser le caresser. Mon téléphone a sonné. C'était Ramon. J'ai répondu immédiatement. Il m'a dit qu'il y avait du nouveau, que la procédure avançait, mais qu'il y avait autre chose qu'il devait me dire, quelque chose qui changeait la donne d'une manière que je n'avais pas complètement anticipée. Je me suis préparé à écouter. Ramon parlait toujours avec ce calme d'avocat de celui qui en a trop vu pour être vraiment perturbé par quoi que ce soit. C'était un calme qui, au début, m'avait un peu frustré dans les premiers mois, quand je portais tout ce poids et que j'avais besoin que quelqu'un à l'autre bout du fil ressente l'urgence que je ressentais. Mais avec le temps, j'ai appris à l'apprécier, car ce calme signifiait qu'il avait le contrôle de ce qui pouvait être contrôlé, et dans une situation comme la mienne, cela valait plus que n'importe quelle émotion. Il m'a dit qu'il avait reçu un appel de l'avocat de Gracila ce matin-là. Pas de Gracila directement, de son avocat. Et cela me disait déjà quelque chose d'important, car cela signifiait qu'elle était toujours en mode stratégique malgré tout ce qui s'était passé ce jour-là. Elle pensait toujours en termes légaux. Elle croyait toujours qu'il y avait des coups à jouer. L'avocat de Gracila avait appelé pour les informer qu'elle avait l'intention de contester l'ordonnance de garde temporaire que Ramon avait déposée quelques jours plus tôt. Il soutenait que l'ordonnance avait été obtenue unilatéralement sans notification préalable à la mère, et que le transfert des mineurs dans un autre État sans consentement mutuel constituait une violation de l'accord de coparentalité qui était encore en cours d'établissement formel. En d'autres termes, ils essayaient de présenter mon départ comme un acte illégal, comme si j'étais le problème, comme si c'était moi qui avais brisé quelque chose. J'ai tout écouté sans l'interrompre. Quand Ramon a fini, je lui ai demandé directement à quel point cet argument était solide. Il m'a dit que dans des conditions normales, il pourrait avoir un certain poids, mais que dans notre cas précis, 3 éléments le neutralisaient complètement. Premièrement, l'ordonnance qu'il avait obtenue était légitime, signée par un juge compétent et fondée sur des preuves documentées de l'instabilité de l'environnement familial. Elle n'avait pas été obtenue de manière irrégulière. Elle avait suivi la procédure correcte. Deuxièmement, le transfert des mineurs s'était déroulé après la signature du divorce avec l'ordonnance déjà en vigueur, et non avant. L'ordre chronologique importait, et dans ce cas, il jouait totalement en notre faveur. Et troisièmement, il y avait quelque chose de nouveau que Ramon venait de recevoir ce matin-là, et qui modifiait le poids de tout le reste. Il m'a dit que le résultat du test ADN de la clinique privée, celui que Gracila avait organisé avec Mauricio, avait été demandé comme preuve par son avocat pour essayer de prouver que l'environnement familial était complexe et contesté. Mais en le présentant sans s'en rendre compte, ils avaient introduit dans la procédure légale un document qui confirmait officiellement que Mauricio n'était pas le père de Karina. Et ce document, combiné aux résultats que j'avais obtenus de mon propre test des mois plus tôt, dressait un tableau très clair pour le juge. Un tableau qui montrait que j'avais agi avec prévoyance, avec responsabilité, et avec la certitude de ma paternité. Tandis que l'environnement du côté de la mère était embourbé dans un conflit sur cette même question depuis des mois. En d'autres termes, ils avaient eux-mêmes apporté dans le dossier les preuves qui m'aidaient, sans s'en rendre compte. En voulant utiliser quelque chose contre moi, ils avaient mis sur la table exactement ce dont j'avais besoin. Ramon m'a dit cela avec sa voix calme habituelle. Et à la fin, pour la première et unique fois de tous les mois où nous avions travaillé ensemble, j'ai entendu quelque chose qui ressemblait à un sourire à l'autre bout du fil. Il m'a juste dit, parfois, les gens trébuchent tout seuls, Horacio. Il faut juste être en position pour tirer parti de la chute. J'ai raccroché. Je me suis assis dans le salon d'Amalia avec le téléphone à la main et la lumière de l'après-midi qui entrait par la fenêtre, et j'ai assimilé tout ce que Ramon m'avait dit, avec cette lenteur avec laquelle on assimile les bonnes choses. Comme si le cerveau avait besoin de plus de temps pour y croire qu'il n'en a pour croire aux mauvaises. Mais ce qui est arrivé après cet appel n'est pas venu de Ramon, ni de la procédure judiciaire, ni d'aucune manœuvre stratégique. C'est venu d'un endroit beaucoup plus personnel, et c'est ce qui a été le plus difficile à gérer pour moi de tout ce qui s'est passé cette semaine-là. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, mon téléphone a vibré avec un message. Ce n'était pas de Gracila. C'était d'un numéro que j'ai reconnu immédiatement, bien que je n'ai rien reçu de lui depuis des mois. C'était le numéro de Célia, la mère de Gracila. Et le message n'était pas long. Il faisait 3 lignes. Il disait: Horacio, je sais que tu n'es pas obligé de lire ceci, mais j'ai besoin de te dire que je suis désolé.
Je n'aurais pas dû garder le silence alors que je savais que j'avais tort. J'espère que les enfants vont bien. Je l'ai lu 2 fois, je l'ai sauvegardé et je n'ai pas répondu ce soir-là. Pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que je n'avais pas encore les bons mots, et que je préférais ne rien dire plutôt que de dire quelque chose qui n'était pas exactement ce que je voulais dire. Célia savait. C'est ce que ce message me disait entre les lignes. Célia avait su, à un moment donné, quelque chose de ce qui se passait entre Gracila et Mauricio, et avait choisi de se taire. Je ne sais pas depuis quand. Je ne sais pas exactement ce qu'elle savait, mais elle savait. Et le poids de cela l'avait rattrapé ce jour-là d'une manière qui l'avait poussé à écrire à un ex-gendre à 22 heures pour lui demander pardon. Je n'ai pas ressenti de colère envers Célia à ce moment-là. J'aurais peut-être dû. Mais ce que j'ai ressenti ressemblait plus à de la tristesse, car Célia était une femme âgée qui avait passé toute sa vie à faire passer sa fille avant tout, même avant ce qui était juste. Et ce jour-là, elle payait le prix de cette loyauté mal placée. Seule dans un appartement avec une fille brisée, sans les petits-enfants qu'elle avait eus près d'elle toute sa vie, écrivant des messages tard le soir à quelqu'un qui avait toutes les raisons du monde de ne pas lui répondre. Le lendemain, Ramon m'a informé d'autre chose. Mauricio s'était totalement retiré de la procédure légale. Son avocat avait fait savoir que M. Mauricio n'avait l'intention de revendiquer aucun lien ni droit sur la mineure, étant donné le résultat du test ADN. Il se dissociait de tout, de la procédure de Gracila, de toute situation connexe, comme quelqu'un qui ferme un dossier et le range. Comme si 4 ans de relation et une fille dont il avait revendiqué la paternité avec tant de certitude pouvaient simplement être classés dans un dossier et mis dans un tiroir. Quand Ramon m'a dit ça, il y a eu un silence de mon côté. Ramon a attendu, et puis je lui ai demandé d'une voix basse comment il était possible pour un homme de se dissocier si facilement de tout cela. Ramon m'a dit quelque chose auquel j'ai pensé pendant des jours. Il m'a dit que Mauricio n'avait jamais voulu d'une fille. Mauricio voulait gagner. Un résultat ADN positif aurait été une victoire pour lui. Un argument, une pièce de pouvoir sur un échiquier où il avait toujours besoin d'avoir plus que les autres. Mais le résultat négatif le libérait de toute responsabilité. Et il l'a utilisé exactement de cette manière, pas comme une perte, mais comme une porte de sortie. Cela m'en disait plus sur Mauricio que tout ce qu'on m'avait dit auparavant. Et puis j'ai pensé à Gracila. J'ai pensé à elle seule dans cet appartement à 1400 $ par mois, sans travail, sans Mauricio, sans les enfants, avec sa mère à ses côtés, mais sans la réponse dont elle avait besoin. J'ai pensé à toutes les années que nous avions passées ensemble, les bonnes et les mauvaises, la personne qu'elle avait été avant que tout ne tourne mal. Et je me suis autorisé, pour la première fois depuis le début de cette histoire, à ressentir quelque chose qui n'était ni de la colère, ni de la douleur, ni de la détermination stratégique. J'ai ressenti quelque chose qui ressemblait davantage à de la pitié. Pas pour moi, pour elle, pour la façon dont elle avait détruit sa propre vie en croyant construire quelque chose de meilleur. Cela ne m'a pas adouci. Cela n'a rien changé. J'avais décidé que mes enfants resteraient avec moi. La procédure judiciaire suivrait son cours. J'allais construire une nouvelle vie que j'avais planifiée pendant 8 mois. Rien de tout cela ne changeait, mais cela m'a permis de fermer quelque chose en moi, quelque chose qui avait besoin d'être fermé pour pouvoir continuer à avancer sans le porter. Cet après-midi-là, Andrés m'a cherché. Il est venu là où j'étais assis dans le jardin, s'est assis à côté de moi sur les marches de devant et m'a dit qu'il voulait parler. J'ai hoché la tête, et puis il m'a demandé quelque chose qui m'a complètement pris par surprise. Il m'a demandé s'il pourrait un jour revoir sa mère. Pas avec peur, pas avec colère, avec un calme qu'un garçon de 14 ans ne devrait pas avoir, mais qu'il avait développé d'une manière qui me brisait le cœur et me remplissait de fierté en même temps. Je lui ai dit oui, absolument, que sa mère l'aimait, que ça ne changeait jamais, et que nous allions trouver un moyen pour qu'il soit en contact de manière calme et organisée. Que je n'allais jamais me mettre au milieu de cette relation, que mon problème n'était ni avec lui ni avec Karina, qu'ils avaient le droit d'avoir leur mère dans leur vie, et que c'était sacré pour moi. Andrés m'a écouté, a hoché la tête, et puis il a fait quelque chose que je n'attendais pas. Il s'est appuyé un instant contre mon épaule. Ce contact rapide et bref que les adolescents utilisent quand ils veulent dire quelque chose qu'ils ne savent pas dire avec des mots. Ça a duré 3 secondes. Puis il s'est redressé, s'est levé et est rentré dans la maison comme si de rien n'était. Je suis resté sur les marches avec la fraîcheur de l'après-midi qui tombait autour de moi, avec le son de Karina à l'intérieur, qui parlait à Amalia du Charroux, et demandait si elle pouvait lui donner un nom,
avec le sentiment étrange et nouveau que ceci, exactement ceci, était le début de quelque chose qui allait bien se passer. Pas la fin de quelque chose, le début. Il y a une chose que les gens ne comprennent pas à propos des plans à long terme. Je ne parle pas de plans pour une semaine ou un mois. Je parle de plans qui se construisent sur 8 mois, pièce par pièce en silence, pendant que la vie continue autour de vous comme si de rien n'était. Les gens pensent que ces plans sont froids, qu'ils nécessitent de désactiver ses émotions, que la personne qui les exécute doit devenir une sorte de machine pour pouvoir les soutenir si longtemps. Mais ce n'est pas comme ça. Du moins, ça n'a pas été comme ça pour moi. Je n'ai rien désactivé. J'ai tout porté. La douleur, la colère, la tristesse, la peur, l'incertitude. J'ai tout porté pendant 8 mois. La différence, c'est que je ne m'en suis pas servi comme carburant pour exploser. Je m'en suis servi comme carburant pour construire. Et cette semaine-là, assis dans la ville d'Amalia avec mes enfants qui dormaient dans la pièce d'à côté, j'ai commencé à comprendre la différence entre terminer quelque chose et clore quelque chose. Terminer quelque chose, c'est l'acte physique. La signature sur le papier, la valise dans la voiture, l'autoroute la nuit. Ça, c'était déjà arrivé. Mais clore, c'était autre chose. Clore, c'était le processus interne qui n'a pas de date exacte ni de moment précis. C'est quelque chose qui arrive tout simplement, lentement, comme quand une blessure cesse de faire mal, non pas parce que quelqu'un fait quelque chose, mais parce que le corps décide simplement de guérir. Cette semaine-là a été la première vraie semaine de la nouvelle vie. Et ça a été plus dur que ce à quoi je m'attendais. Pas pour des raisons dramatiques, mais pour des raisons complètement ordinaires. Parce qu'une nouvelle vie ne commence pas avec une musique de fond et un éclairage parfait. Elle commence par des choses pratiques et parfois frustrantes. Elle commence par trouver la bonne école pour les enfants, remplir des formulaires, et expliquer la situation sans entrer dans trop de détails. Elle commence par apprendre où se trouve le supermarché le plus proche et quel itinéraire prendre pour aller au nouveau travail sans se perdre. Elle commence par Karina qui demande si elle peut emmener son ours en peluche le premier jour d'école, et vous qui lui dites que oui, bien sûr qu'elle le peut, que personne ne dira rien. Elle commence par Andrés qui regarde son téléphone plus que d'habitude, et vous qui savez qu'il assimile des choses qu'il ne sait pas encore comment vous dire, mais qu'il finira par vous dire parce qu'il est ce genre de personne. Elle commence par-dessus tout par la routine. Et la routine, après des mois de tension constante, ressemble au plus grand des luxes au monde. Ramon m'a appelé 3 jours après le précédent appel. La procédure judiciaire avançait. Le juge avait examiné la contestation déposée par l'avocat de Gracila et l'avait rejetée. L'ordonnance de garde temporaire restait en vigueur. Gracila aurait le droit de communiquer avec les enfants par des appels vidéo supervisés 2 fois par semaine à des heures fixes. Toute visite en personne devrait être coordonnée à l'avance et approuvée par le tribunal pendant que la procédure principale suivrait son cours. Ramon m'a expliqué que la procédure complète pourrait prendre encore 4 à 8 mois en fonction du déroulement des audiences, mais que notre position était solide, que les documents étaient en ordre. Que l'historique que j'avais construit pendant ces 8 mois de préparation était exactement le genre de preuve que les juges valorisaient dans les affaires de garde d'enfants. Je lui ai demandé combien tout cela allait encore me coûter. Il m'a dit de compter entre 3800 et 5500 $ de plus, selon que Gracila déciderait de compliquer le processus avec d'autres contestations ou si nous finissions par trouver un accord. Je lui ai dit que c'était très bien, d'en tenir compte, que je paierais ce qui serait nécessaire. Après avoir raccroché, j'ai repensé à ce chiffre, 5500 $. Pour beaucoup de gens, c'est une somme énorme. Pour moi à ce moment-là, ça représentait presque 2 mois de mon nouveau salaire. Ce n'était pas une petite somme, mais je l'ai mise en perspective avec ce que je protégeais, et elle a immédiatement cessé de me paraître énorme. Le premier appel vidéo entre les enfants et Gracila a eu lieu 5 jours après notre arrivée. Ramon avait tout coordonné avec son avocat. L'appel serait à 18 h, durerait 30 minutes, et je serais présent dans la même pièce, bien que hors du champ de la caméra, comme le protocole temporaire l'établissait tant que la procédure était en cours. Je me suis préparé pour ce moment toute la journée. Pas parce que je craignais ce que Gracila pourrait dire, mais parce que je voulais être présent de la bonne manière pour mes enfants. Je voulais qu'ils sentent qu'ils pouvaient parler à leur mère sans tension, sans avoir l'impression de me trahir en l'aimant. À 18 h pile, l'appel a eu lieu. Andrés a répondu en premier, avec Karina qui regardait par-dessus son épaule. L'écran a montré le visage de Gracila, et moi,
depuis ma position hors cadre, je l'ai vue pour la première fois depuis le jour de la signature du divorce. Elle était différente. Pas d'une manière qui pourrait être facilement décrite. Juste différente, comme quelqu'un à qui on a enlevé quelque chose qu'il portait depuis longtemps. Même si cette chose n'était qu'une illusion. Je n'ai pas entendu tout ce qu'ils ont dit. Ce n'était pas à moi d'écouter. Je me suis concentré sur le jardin visible par la fenêtre et je les ai laissés avoir leur conversation. Mais j'ai entendu Karina rire à un moment donné, un rire court et sincère à quelque chose que Gracila lui avait dit. Et j'ai entendu Andrés parler avec cette voix qui, parfois, semble plus adulte qu'elle ne le devrait. Et c'était suffisant pour moi. Je n'avais pas besoin de plus. Quand l'appel a pris fin, Karina est venue me voir et m'a dit que maman demandait comment j'allais. Je lui ai dit que j'allais bien, de lui dire que j'allais bien. Karina a hoché la tête avec ce sérieux de l'enfant qui comprend plus qu'il n'en dit, et elle est allée chercher le charou, qu'elle avait déjà décidé d'appeler Naranja, Orange, avec une originalité qui n'appartenait qu'à elle. Cette nuit-là, après qu'ils se soient tous les deux endormis, je me suis assis dans le jardin d'Amalia avec une tasse de café froid. J'avais oublié de le boire chaud. Le ciel était dégagé. Il faisait un peu froid, mais pas assez pour rentrer à l'intérieur. Et je me suis autorisé à faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Je me suis autorisé à penser à l'avenir sans que cette pensée ne soit accompagnée de peur ou de calcul stratégique. Juste penser, imaginer. J'ai imaginé Andrés dans quelques années avec cette intelligence silencieuse qui est la sienne, trouvant sa voie dans quelque chose qui le passionne, même s'il ne le sait pas encore. J'ai imaginé Karina grandir avec cette capacité à gagner la confiance des choses difficiles, que ce soit des charous, des personnes compliquées ou des situations effrayantes. J'ai imaginé la vie que nous pourrions construire dans cette nouvelle ville. Pas parfaite, pas sans difficulté, mais vraie. La nôtre, construite sur quelque chose de solide. Et puis j'ai pensé à tout ce que j'avais dû traverser pour arriver dans ce jardin avec ce café froid, sous ce ciel clair. J'ai pensé à ce mardi où j'ai passé la porte de la cuisine et entendu la voix de Gracila. J'ai pensé aux nuits dans la salle de bain avec l'eau qui coulait. J'ai pensé aux réunions secrètes avec Ramon, à la clinique où j'étais allé seul pour faire le test ADN et où j'avais attendu 10 jours l'estomac noué. Au mois de comédie parfaite, à la matinée de la signature avec l'ordonnance du tribunal dans ma poche. À l'autoroute la nuit avec mes enfants endormis à l'arrière. Et j'ai repensé à quelque chose que Ramon m'avait dit lors de notre première rencontre, quand j'en étais encore au premier jour du plan et que je ne savais pas encore si j'étais capable de le tenir. Il m'avait dit que, dans les affaires de garde d'enfants, les juges ne cherchent pas le père ou la mère parfaite. Ils cherchent le père ou la mère présente. Celui qui est là, celui qui prend des décisions même si elles sont difficiles. Celui qui fait passer ses enfants en premier, même si cela lui coûte cher à tous les niveaux. J'avais fait ça. J'avais fait passer mes enfants en premier pendant 8 mois alors qu'il aurait été beaucoup plus facile d'exploser, de la confronter, d'abandonner ou d'accepter purement et simplement la défaite qui semblait inévitable. Je les avais fait passer en premier quand j'ai signé ce nouveau contrat de travail en secret. Quand j'ai payé la caution de l'appartement avec mes économies. Quand j'ai passé ce test ADN seul, un mardi après-midi, dans une clinique à 2 heures de chez moi. Quand j'ai maintenu mon rôle chaque matin, même si cela m'a coûté plus que quiconque ne le saura jamais. Je les avais fait passer en premier le jour où j'ai pris leur sac à dos, où je les ai mis dans la voiture et où j'ai roulé sur cette autoroute sans regarder en arrière. Et maintenant, ils dormaient à l'intérieur, en sécurité, avec des couvertures propres, un charrot dans le jardin, une tante qui leur préparait le petit déjeuner et un papa assis dehors avec un café froid qui regardait le ciel en se sentant, pour la première fois depuis longtemps. Comme quelqu'un qui a fait ce qu'il fallait. Pas ce qui était facile. Ce qui était juste. Je suis rentré dans la maison, j'ai lavé ma tasse, j'ai éteint la lumière de la cuisine et je suis allé voir les enfants comme je le faisais toutes les nuits depuis qu'ils étaient bébés. Andrés était sur le dos comme toujours. Karina tenait son ours en peluche serré contre sa poitrine, la bouche légèrement ouverte, respirant de ce sommeil profond et paisible que seuls ont les enfants qui se sentent en sécurité là où ils sont. Je suis resté sur le pas de la porte de cette chambre un instant. Je ne pouvais pas mesurer la suite. Et je savais que ce qui nous attendait n'allait pas être simple. Que la procédure légale aurait ses moments difficiles. Que les enfants auraient des jours où leur mère leur manquerait d'une manière que je ne pourrais pas complètement compenser. Que cette nouvelle vie exigerait des choses dont je n'avais pas encore idée. Mais je savais aussi autre chose.
Je savais que nous avions déjà passé le plus dur. Pas les papiers. Pas la procédure judiciaire. Le plus dur avait été la décision. La décision de ne pas abandonner quand tout poussait à abandonner. La décision de croire que ça valait la peine de construire quelque chose de nouveau. Même si le construire coûtait exactement tout ce que ça a coûté. J'ai refermé la porte avec précaution et je suis allé dormir. 7 mois se sont écoulés depuis cette nuit-là où je m'asseyais dans le jardin d'Amalia avec un café froid en regardant le ciel clair. 7 mois qui semblent à la fois être très peu dans une vie. Parce que le temps fait cela quand on construit quelque chose de réel. Il se comprime et s'étend en même temps. Les jours difficiles semblent éternels et les bons passent trop vite. Mais quand on regarde en arrière depuis l'endroit où l'on se trouve maintenant, ce qu'on voit n'est pas une ligne de souffrance. On voit une distance. Et cette distance, mesurée par tout ce qui a changé, est la preuve que chaque pas en valait la peine. La procédure judiciaire s'est terminée il y a 6 semaines. Le juge m'a accordé la garde principale d'Andrés et de Karina. Gracila a un calendrier de visite établi avec des dates claires, avec des communications régulières, avec un cadre qui permet aux enfants de maintenir leur relation avec elle sans que cela n'interfère avec la stabilité que nous avons construite ici. Ramon m'a appelé quand le jugement a été rendu et me l'a lu en entier. J'ai écouté chaque mot et quand il a eu fini, j'ai dit « merci ». Juste ça, merci. Parce qu'il n'y avait pas d'autres mots suffisants pour ce que cet homme avait fait pour moi et mes enfants pendant tout ce temps. Le coût final de la procédure a été de 4 900 $, moins que ce que Ramon avait estimé dans le pire des cas. Je l'ai payé en 2 versements. La deuxième partie a été payée le jour même où le jugement a été rendu, comme une façon de clore ce chapitre complètement et proprement, sans dette en suspens, sans détail à régler. De la même manière que j'avais ouvert ce processus, je l'ai fermé. Andrés a eu 15 ans le mois dernier. Nous avons organisé un petit dîner pour lui dans le nouvel appartement qui ne nous semble plus nouveau mais nôtre, avec Amalia et 2 amis qu'il s'était fait au lycée ces derniers mois. Il a fait sa tête d'adolescent, faisant semblant que les fêtes ne l'intéressaient pas. Mais à un moment de la soirée, il a oublié de faire semblant et a ri pour de vrai, d'un rire qui a rempli la pièce. Je l'ai regardé à ce moment-là et j'ai pensé qu'il allait bien. Pas parfaitement bien, parce qu'aucun enfant qui traverse ce qu'il a traversé ne va parfaitement bien du jour au lendemain, mais il allait bien là où ça compte. Les pieds sur terre, avec des gens autour de lui qu'il aime, avec un avenir dont il ne sait pas encore exactement quelle forme il prendra, mais qu'il sent comme possible. Karina, de son côté, est devenue la personne la plus populaire de sa classe en moins de 2 mois. Ça ne m'a pas surpris. Elle a toujours eu ce don, la capacité d'entrer dans un nouvel endroit et de trouver immédiatement la personne qui a le plus besoin d'être trouvée et de devenir son amie. Son institutrice m'a dit, lors de la première réunion parents-professeurs, que Karina était une enfant dotée d'une intelligence émotionnelle peu commune pour son âge. Je lui ai dit que oui, que je l'avais remarqué moi aussi. Et j'ai ressenti cette fierté spécifique qu'on ressent quand quelqu'un de l'extérieur confirme quelque chose que l'on savait déjà sur ses enfants, mais que ça fait différent de l'entendre dire par quelqu'un d'autre. Le charroux, qui a fini par s'appeler Naranja avec toute la logique du monde selon Karina, s'est finalement installé de façon permanente dans le jardin d'Amalia. Elle lui a acheté une gamelle, une petite couverture, et lui a installé une petite cabane sous la fenêtre. Naranja accepte tout avec cette dignité silencieuse des chats qui savent exactement ce qu'ils valent et n'ont pas besoin de le prouver. Karina lui rend visite tous les jours après l'école. Ça fait partie de la routine maintenant. Et la routine, comme je l'ai appris ce premier mois, est la chose la plus proche de la paix qui existe dans la vie réelle. Le nouveau travail s'est avéré être meilleur que ce à quoi je m'attendais. Pas seulement à cause du salaire, même si le salaire aide, mais à cause de l'environnement, des gens, du sentiment d'arriver dans un endroit où personne ne sait qui était Horacio avant et où l'on peut simplement être qui l'on est maintenant. Il y a quelque chose de libérateur là-dedans que je n'avais pas totalement anticipé. L'anonymat d'un nouveau départ. La possibilité de se présenter au monde sans le poids de tout ce que le monde d'avant savait de vous. Mon patron m'a dit il y a 3 semaines qu'il envisageait de m'offrir un poste de superviseur dans le domaine technique, avec une augmentation de 600 $ par mois et plus de responsabilités. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir. Et pendant que j'y réfléchissais, j'ai réalisé que j'y pensais comme quelqu'un qui a des options, comme quelqu'un qui peut évaluer une proposition depuis un lieu de stabilité et non avec le désespoir de quelqu'un qui a besoin de s'accrocher à ce qui se présente. Rien que cette pensée, la confirmation que j'avais atteint cet endroit, était une réponse suffisante.
Je lui ai dit oui. Gracila et moi ne nous sommes pas parlé directement depuis le jour de la signature du divorce. Toute communication s'est faite par les canaux établis par la procédure judiciaire. Pas par haine, mais par la nécessité de maintenir des limites claires pendant que tout se mettait en place. Mais je sais des choses sur sa situation grâce à Célia, qui a fini par répondre au message que je lui avais envoyé des semaines après avoir reçu le sien. Je lui avais dit que je ne lui en tenais pas rigueur, que ce qui était arrivé, et que la seule chose qui m'importait était que mes enfants aillent bien. Célia a répondu par un long message que je ne répéterai pas dans son intégralité, mais dans lequel il y avait une honnêteté à laquelle je ne m'attendais pas et que j'ai fini par apprécier plus que je ne l'aurais cru. Je sais que Gracila a dû quitter l'appartement à $1 400 par mois et retourner vivre temporairement chez sa mère. Je sais qu'elle cherche un nouveau travail. Je sais que le processus de reconstruction de ce qu'elle a défait lui prendra du temps. Je ne pense pas à cela avec satisfaction. J'y pense avec la distance que le temps donne quand on n'est plus au centre du feu. J'y pense comme quelqu'un qui observe les conséquences naturelles de décisions sans avoir besoin de les célébrer ni de s'en lamenter. Les conséquences sont simplement ce qu'elles sont. Mauricio a complètement disparu du tableau. Ni Gracila ni personne de ce cercle ne l'a mentionné de nouveau de manière pertinente. C'est comme s'il n'avait jamais existé dans cette histoire, ce qui, quand on y réfléchit, dit absolument tout sur le type de personne qu'il était. Les personnes qui font vraiment partie de votre vie ne disparaissent pas quand les choses se compliquent. Les personnes qui ne sont là que pour ce qu'elles peuvent y gagner disparaissent dès que le solde devient négatif. Mauricio a disparu en moins d'une journée. Je pense beaucoup à ces 8 mois maintenant qu'ils sont terminés. Pas avec nostalgie ou amertume. J'y pense comme on pense à un entraînement difficile une fois qu'il est terminé. Avec la conscience que c'était nécessaire. Avec la reconnaissance qu'on ne savait pas qu'on pouvait endurer autant jusqu'à ce qu'on y soit forcé. Avec cette étrange gratitude que l'on ressent parfois envers les situations qui vous obligent à découvrir de quoi vous êtes fait. J'ai découvert que j'étais fait de plus de choses que je ne le pensais. Que je pouvais porter plus de poids que je ne le croyais sans me briser. Que je pouvais agir avec intelligence quand la douleur poussait à une réaction impulsive. Que je pouvais planifier en silence pendant des mois sans que personne ne s'en aperçoive. Que je pouvais être l'homme dont mes enfants avaient besoin, même quand je sentais que je n'avais plus rien. Je ne savais pas ça avant ce mardi. Ce foutu mardi où j'ai passé la porte de la cuisine et où j'ai tout entendu. Ce mardi qui a détruit une vie et m'a involontairement forcé à en construire une meilleure. Il y a des nuits où les enfants sont déjà endormis et où je reste un moment dans le jardin du nouvel appartement. Pas celui d'Amalia, le nôtre. Petit, avec 3 plantes en pot que Karina a choisies au marché et qu'elle arrose avec une responsabilité que personne ne lui a demandé, mais qu'elle a assumée d'elle-même. Je m'assois sur les marches et je bois le café, que cette fois-ci, je bois chaud. Et je ne pense pas à Gracila. Je ne pense pas à Mauricio. Je ne pense pas à la clinique, à l'ADN, au papier du divorce ou à quoi que ce soit du passé. Je pense à demain, au petit déjeuner que je vais préparer, à savoir si Andrés voudra que je l'emmène au lycée ou s'il préférera y aller avec ses amis, à savoir si Karina se souviendra d'emporter le devoir de science qu'elle a laissé sur la table. À ces petites choses ordinaires que j'aurais autrefois considérées comme trop simples pour occuper une pensée, et que je reconnais aujourd'hui pour ce qu'elles sont vraiment. La preuve d'une vie qui fonctionne. La preuve que je suis arrivé de l'autre côté. Parfois, je pense à tout ce que j'ai perdu. La maison, les années, la version de l'avenir que je pensais avoir. Et ce serait un mensonge de dire que ça ne fait plus mal quelque part. Ça fait mal. Bien sûr que ça fait mal, mais c'est une douleur différente d'avant. Ce n'est plus la douleur de quelqu'un au milieu de la tempête. C'est la douleur de quelqu'un qui l'a déjà traversée et qui regarde en arrière depuis la terre ferme. Cette douleur-là ne paralyse pas. Cette douleur-là enseigne. Et ce que tout cela m'a le plus enseigné, ce que je retiens comme la leçon la plus importante de mes 46 ans et de tout ce que j'ai vécu ces derniers mois, c'est quelque chose de très simple, la vengeance la plus puissante n'a rien à voir avec la destruction de l'autre. Elle consiste à se construire si bien, si solidement, si paisiblement, que la destruction de l'autre devient insignifiante. Que l'on n'a pas besoin de le voir tomber parce qu'on est trop occupé à s'élever. Que la meilleure réponse à quelqu'un qui vous a sous-estimé n'est pas de lui prouver quoi que ce soit. C'est simplement de bien vivre. De vivre avec ses enfants. De vivre avec dignité. De vivre en paix. C'est ce que je fais chaque matin quand je me lève dans cette nouvelle ville,
dans ce nouvel appartement qui est le nôtre, avec Naranja qui miaule dans le jardin, Karina déjà réveillée avant tout le monde, et Andrés qu'il faut appeler 3 fois avant qu'il n'ouvre les yeux. C'est ce que je fais. Je me lève, je prépare le café, je les appelle, et nous commençons la journée sans rancune, sans poids, sans regarder en arrière plus que nécessaire. Seulement vers l'avant. Toujours vers l'avant.